Alors, juste pour introduire notre intervenante, qui se présentera mieux que moi et qui pourra présenter l'INJEP, juste dire que donc, nos intervenants de l'INJEP et de l'ENSVEA sont des experts sur les pratiques sociales et notamment en sociologie. Madame Amsel Mengui est docteur en sociologie. Et voilà, elle a beaucoup travaillé sur les jeunesses en milieu rural et sur les jeunesses en général. Je vous ai mis quelques éléments de bibliographie sur le site. Elle est chargée d'études et de recherche donc à l'INJEP. Et donc, elle va nous partager au travers de son intervention jeunesse et ruralité, et notamment avec la question du genre, ses travaux, et notamment un livre qui s'appelle Les filles du coin. Donc, je pense qu'elle nous en donnera quelques éléments. Voilà, sur cette approche genre aussi dans jeunesse et ruralité. Je vais me taire et lui donner la parole à vous, Yael, si c'est tout bon pour vous. Merci beaucoup pour cette invitation et puis merci d'associer l'INJEP à vos journées de travail et à vos journées de réflexion sur l'état de la jeunesse, sur les jeunes. Et puis même plus largement, on pourrait presque dire jusqu'aux politiques de jeunesse, puisque une partie importante des jeunes passe aussi dans les mains de la direction générale de l'enseignement agricole, de près ou de loin, même si parfois on a tendance à l'oublier. Alors, je vais tenter un partage d'écran, comme ça, parce que la journée va être rude et longue en visio, donc je me suis dit que faire des slides, ça allégeait peut-être la suite. Merci beaucoup. Avec l'idée, effectivement, de faire un focus sur l'enquête que j'ai réalisée qui s'appelle Les filles du coin et qui porte sur la situation, les conditions de vie des jeunes femmes de classe populaire qui vivent en milieu rural. Avant de commencer, vous dire un peu d'où je parle. Donc moi, effectivement, je suis sociologue, je suis spécialiste des questions de forcément jeunesse, puisque je travaille à l'Institut national de la jeunesse et l'éducation populaire. Je suis spécialiste des questions de rapport de genre, de sexualité et de santé des jeunes. Au sein de la mission études et recherches de l'INJEP. L'INJEP, c'est un institut public, un service à compétence nationale du ministère en charge de la jeunesse, donc en ce moment du ministère de l'Éducation nationale, qui a plusieurs équipes de production de données, donc celle à laquelle on va appartenir, Laurent Lardeux, Julie Couronné, que vous allez avoir aussi cet après-midi, et moi-même, qui sommes plutôt dans la production d'études et de recherche sociologiques. On a aussi une équipe d'études et de production statistique, qui est le service statistique ministériel de la jeunesse et des sports, où vous pouvez trouver pas mal de données sur la jeunesse, les pratiques de loisirs notamment, mais aussi toutes les questions sportives, les questions de diplôme de l'éducation populaire et de carrières diplômantes qui peuvent être aussi utiles, et puis pas mal de fiches thématiques par région, et puis des chiffres clés sur la jeunesse, la vie associative et les sports. On a une équipe aussi d'évaluation des politiques publiques, qui est l'ancien fonds d'expérimentation jeunesse et évaluation du fonds d'expérimentation jeunesse, pour celles et ceux qui avaient suivi ce projet-là, et donc qui est en charge de produire et d'évaluer des politiques publiques en cours, donc notamment en ce moment les cités éducatives ou encore le mentorat ou le service national universel. Ensuite, on a deux missions soutien indispensables à la production de recherche. La mission documentation, on a un centre de documentation qui, pour information, est ouvert à tout le monde. Donc, si à un moment, les unes ou les autres, vous passez sur Paris et vous avez une demi-journée dispo, n'hésitez pas, c'est un fonds documentaire sur la jeunesse, l'éducation populaire, la vie associative et le sport qui est ouvert à tout le monde, y compris dans les emprunts. Avec plus de facilité quand voilà, on a pas mal d'échanges entre nos deux ministères, et donc du coup c'est plus simple aussi de pouvoir organiser ou voilà, se faire des journées de travail là-bas. Et puis on a une équipe de valorisation de diffusion qui organise et qui pilote tous les événements et la valorisation de l'ensemble des travaux et qui gère tout ce qui est site internet de l'INJEP et tout ça. Donc, vous pouvez trouver l'ensemble des travaux et des ressources de l'INJEP sur le site et les publications dans la rubrique publications.
Alors, on a des rapports de recherche qui sont plutôt longs. On a des formats en 4 pages qui sont plutôt des formats synthèse assez classiques finalement dans les institutions publiques. On a aussi 2 revues. Une revue qui s'appelle Agora Débat Jeunesse, dont je m'occupe, et qui porte sur des résultats de travaux récents de recherche en sciences sociales. C'est des articles d'une dizaine de pages sur des questions qui traversent les chercheurs et les recherches, et donc c'est la publication académique de leurs travaux qui ne sont pas faits que à l'INJEP. C'est vraiment une réunion ouverte à tout le monde. Et la collection des cahiers de l'action. Donc voilà, donc l'INJEP, on a plusieurs types de publications. N'hésitez pas, les 3/4 des publications, même pas les 3/4, 4/5 des publications sont toutes accessibles en ligne. Et si vous avez des problèmes d'accès, vous envoyez un mail au centre de documentation et ils vous retransfèrent les éléments si vous avez besoin. Moi, j'ai tendance à dire que quand on est professionnel de terrain, il faut continuer de lire alors dans les formats les plus accessibles pour chacun et chacune. C'est pour ça qu'on écrit en 4 pages, en feuille de synthèse, mais aussi en articles et en rapports selon les objets qui vous intéressent. Mais ça vous permet d'avoir une certaine veille. Et il y a une newsletter de l'INJEP qui vous permet aussi d'avoir un peu le suivi sur les questions de jeunesse, dans lequel il y a les publications de l'INJEP et de l'ensemble des instituts publics ou de producteurs de recherche. Mais aussi, il y a un peu de veille média sur les questions qui traversent le champ jeunesse et éducation populaire qui est le nôtre. Enfin, voilà. La newsletter, elle est très utile pour ne pas rater, on va dire, ce qui se joue en ce moment sur les questions de jeunesse. Et puis, on a des publications un peu à part qui sont des ouvrages. Alors là, je vous en ai mis 2 en exemple. Les filles du coin, c'est en fait un ouvrage qui est issu d'un rapport de recherche. Donc, le rapport de recherche qui est en ligne, ce n'est pas exactement le même que l'ouvrage. Il est mieux écrit, l'ouvrage, parce que j'ai eu du temps pour retravailler, pour réfléchir. Et puis, je vous raconterai comment j'ai fait l'enquête. Et donc, il y a aussi la manière dont les filles ont reçu l'enquête quand on en a parlé, quand on a fait des séances de présentation du théâtre autour de toute cette enquête. Et puis, par exemple, avec Laurent, que vous verrez tout à l'heure, on a réalisé un bouquin qui s'appelle Jeunesse d'une crise à l'autre, avec l'idée. On l'a écrit pendant le Covid, on l'a coordonné. On a associé une dizaine de chercheuses et de chercheurs avec nous pour revenir sur la question des inégalités inter- et intragénérationnelles en prenant finalement la crise de Covid comme étant le point d'arrivée et de regarder rétrospectivement finalement depuis la crise économique de 2008 où on en était, et pas de penser que la crise de Covid était un épiphénomène ou un moment particulier, où on voit bien qu'à la fois dans les productions de données statistiques et dans les enquêtes plus quantitatives comme dans les enquêtes qualitatives, le Covid n'a pas tout changé. Le Covid a exacerbé l'ensemble des inégalités, à la fois entre les générations, mais aussi entre les jeunes. Donc, c'est aussi pour ça qu'on l'a appelé jeunesse au pluriel, parce qu'il y a toute une frange de la jeunesse qui a été peu concernée par cette crise économique, ou en tout cas pas en première ligne. Alors, ça va être les jeunes des fractions les plus aisées, typiquement, qui vont avoir vécu cette période-là comme une période d'attente, comme une période un peu d'épanouissement aussi. On va voir comme ça dans tout cet ouvrage les enjeux entre les générations et entre les jeunes. Juste je fais l'aparté, on avait fait une enquête pendant la période de Covid avec une collègue qui s'appelle Pauline Blum sur la situation des jeunes dans les espaces ruraux et notamment des adolescents en milieu rural, et comment ils se sont ou elles se sont organisés, comment ça s'est passé en fait le confinement, loin de l'image, on va dire, très urbaine et médiatique d'un confinement dans un mas avec énormément de terrain et éventuellement la piscine qui va avec puisqu'il faisait chaud pendant le premier confinement, mais dans des espaces ruraux beaucoup plus majoritaires en France, c'est-à-dire dans des habitats où il ne fait pas forcément chaud, où il y a aussi des questions d'insalubrité, où il y a les enjeux de mobilité et d'éloignement, où les questions de contrôle, et notamment de contrôle de la jeunesse, se sont opérées de manière différente qu'en milieu urbain par les forces de l'ordre, mais ont eu lieu quand même, et des modalités d'organisation des déplacements, où se retrouver, où se cacher, où comment signer soi-même le papier et comment jouer des autorisations et tout ça. Donc voilà. Cet ouvrage-là, il n'est pas en ligne, mais si à un moment, moi, je peux vous envoyer l'article qu'on a écrit sur les jeunes ruraux pendant le Covid, si vous voulez, sans difficulté. Donc voilà. La suite de cette présentation portera essentiellement sur les filles du coin,
Donc, qui est une recherche qui s'inscrit finalement dans un renouveau des travaux sur les jeunesses des classes populaires et les jeunesses en milieu rural. Elle s'inscrit dans la suite d'un bouquin que Nicolas Renaï a écrit en 2010 qui s'appelle Les gars du coin, que vous devez toutes et tous connaître, hein, ou si vous n'avez pas eu l'occasion encore de croiser ce livre-là, il est vraiment super chouette, qui porte sur, on va dire, des jeunes hommes et qui pose la question de l'insertion professionnelle et de l'installation professionnelle et qui croise la question de l'installation conjugale, mais voilà. Et donc, il va être sur des jeunes un peu plus âgés que moi dans l'enquête. Mais ce qui m'a fait sourire, c'est quand j'ai commencé cette enquête, j'ai réentendu en fait cette expression des jeunes du coin, des filles du coin. Et je me suis dit, ah, c'est drôle, l'expression reste, cette enquête s'appellera Les filles du coin. Aussi en regard de l'enquête de Nicolas Renaï, qui n'aborde finalement que en creux la question des études de genre. Enfin voilà, la préoccupation des jeunes femmes, on la voit émerger, mais elles ne sont pas enquêtées en tant que telles pour plein de raisons méthodologiques aussi, que l'auteur explique bien dans son ouvrage. Depuis peu, il y a eu l'ouvrage aussi de Benoît Coquart en 2020 qui est sorti et qui s'appelle « Ceux qui restent », dont vous avez sûrement aussi entendu parler. Si vous n'avez pas eu le temps, c'est aussi un autre super conseil de lecture. C'est deux ouvrages qui se lisent très bien, en fait. C'est de la sociologie très accessible et racontée, et pas au sens une leçon académique, mais vraiment racontée par le terrain. Qui prennent des exemples de parcours de jeunes pour comprendre les mécanismes sociaux, comprendre ce que font en fait les inégalités aux trajectoires de ces jeunes. Et donc, c'est dans cette continuité-là que je me suis dit que c'était intéressant de creuser dans une perspective des âges de la vie et des processus de socialisation ce qui se jouait pour les jeunes femmes, puisque moi j'ai travaillé beaucoup sur les adolescentes et les adolescents et beaucoup sur les rapports de genre, de comprendre au plus près où se jouent et comment se jouent les sociabilités juvéniles en train de se faire, et c'est pour ça que moi j'ai travaillé sur des jeunes plus jeunes, et le tout au prisme du genre et de la classe sociale, en interrogeant exclusivement des filles et presque toutes de classe populaire. Alors, exclusivement des filles, ça m'a valu des remarques de la part des garçons, hein, qui, pour certains, m'ont dit que je faisais de la discrimination, que je les excluais, que je les avais complètement mis à l'écart pendant l'enquête. Et puis, au fur et à mesure, je leur ai dit qu'ils étaient les bienvenus au moment de la restitution, au moment de discuter les résultats, mais qu'effectivement, cette enquête ne portait que sur les filles, en leur disant que quand les enquêtes ne portent que sur les garçons, bizarrement, ils s'offusquent peu qu'on ne prenne pas en considération la parole des filles. Alors, pour vous dire aussi d'où je parle quand je fais cette enquête-là, je décide de la lancer en assumant complètement le fait que je n'ai pas grandi en milieu rural et je ne fais pas partie du milieu rural puisque j'habite en Île-de-France. Contrairement à Nicolas Renaï ou Benoît Coquart, qui, eux, parlent d'un point de vue situé et donc mettent en place une méthodologie complètement différente à la mienne. Moi, j'ai toute ma famille vient et vit en milieu rural, mais pour autant, moi, j'y ai pas grandi et j'ai refusé d'enquêter dans les villages où vivent les personnes de ma famille avec l'idée que ça ne me regarde pas, ce qui se joue en dehors de leurs histoires, de nos histoires familiales. Je ne vais pas aller enquêter sur d'autres manières de les rencontrer par les propos d'autres gens. Donc, j'ai enquêté dans quatre intercommunalités, toutes distinctes les unes des autres, pour rendre compte finalement des conditions de vie des jeunes femmes et de comprendre la place, le rôle, le rapport qu'elles entretiennent avec leur famille, comment se constituent finalement les groupes de copains et de copines au fil des âges, de comprendre en fait les pratiques de loisirs et l'occupation du temps hors scolaire, ou du temps du travail. Voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on fait rien, entre guillemets, quand on est jeune. Et tout ça, ça a permis d'aborder la question de la formation et de l'insertion professionnelle et soulignait les tensions existantes sur le territoire. Et puis enfin, l'idée, c'était d'aborder la question de l'image du territoire versus l'image qu'on peut avoir de soi et de voir quel discours les jeunes femmes que j'ai pu rencontrer sur les 4 intercommunalités entretiennent sur leur territoire. Alors, je leur ai promis de ne pas dire exactement où est-ce que je les avais rencontrés, donc je ne vous le dirai pas non plus. Mais pour autant, je vous permets de les situer sur la carte. Il y a 173 jeunes femmes qui ont participé à l'enquête. Il y en a 60 où on s'est vu en entretien individuel, donc de 2 à 3 heures, parfois plus, parfois plusieurs fois, qui vivent finalement dans ces 4 intercommunalités situées donc, sur la carte, comme vous le voyez.
Alors, pourquoi ces 4 endroits-là? Parce que j'avais l'idée de travailler sur 2 endroits où il y a du tourisme, 2 endroits où on peut envoyer des cartes postales éventuellement de là où on habite, 2 endroits où, de l'extérieur, on raconte beaucoup que c'est une chance pour les jeunes d'être dans un endroit où il y a du tourisme parce qu'ils vont pouvoir bénéficier de capitaux spécifiques par l'arrivée de gens de l'extérieur. Et ça va être un émulateur aussi d'emploi et puis de mobilité. Alors, du coup, j'ai travaillé sur la pointe de Finistère et la Chartreuse, sur 2 intercommunalités à ces endroits-là, où en pointe de Finistère, elles disent que tout le monde sait où c'est, parce que de toute façon, c'est la pointe de la Bretagne, sans forcément situer exactement où c'est, mais voilà, on habite à la mer, même si pour certaines, elles habitent loin de la mer au sens organisation à mettre en place pour aller jusqu'à la plage. Et en Chartreuse, elles ont 2 saisons touristiques, la rando et le ski qui est en désuétude malgré tout à cause du dérèglement climatique. Mais voilà, il y a quand même de la neige, des montagnes et de la rando qui font que c'est des traits très caractéristiques de leur lieu. À l'inverse, quand j'ai été dans l'intercommunalité qui est située dans les Deux-Sèvres, les filles ont décrit leur territoire en disant que c'était un territoire qui était traversé. C'est un territoire où les gens, en fait, passent, traversent, mais ne s'arrêtent jamais, puisqu'en fait, elles sont sur la route entre l'Est et l'Ouest au moment des vacances, où tout le monde va essayer d'aller rejoindre la côte atlantique. Et puis, les filles des Ardennes, elles vont dire assez cyniquement, mais en rigolant au cours des entretiens et puis au cours des restitutions, on l'a essayé, on l'a testé aussi, et ça marche. Elles disent, nous, on habite dans un endroit où personne ne sait où c'est sur une carte. Alors effectivement, moi j'ai fait l'exercice plusieurs fois avec des jeunes et des moins jeunes, de situer les Ardennes françaises. Alors déjà, quand je précise français, tout le monde se dit « Ah, donc ça veut dire qu'il y a des Ardennes ailleurs, donc cherche à les situer près des frontières ». Mais malgré tout, elles doivent se construire dans un espace qui n'est pas valorisé, qui n'est pas imaginé même en termes de configuration géographique. Et ce qu'on va voir, c'est qu'elles sont épuisées aussi par l'image des Ardennes et des affaires, en fait, des faits divers qui ont largement marqué toute une génération ou plusieurs générations de plus âgés qui vont continuer de penser que c'est quand même très problématique comme territoire et très spécifique. Donc voilà où j'ai enquêté avec l'idée de rencontrer des jeunes femmes un peu partout et de comprendre d'abord c'était quoi être une fille du coin. Alors, on a forcément abordé la question du lieu de naissance, où elles m'ont dit « Ah bah non, moi je ne suis pas née ici, hein. Moi je suis née à la ville, je suis née à la maternité ». Je leur ai dit « Oui, non, mais ça, je me doute bien que je ne vous demande pas si vous êtes née dans le village ». Mais pour autant, l'idée, c'était est-ce que pour être une fille du coin, il fallait être née ici ? Et ce qu'on va voir dans leurs propos, c'est que pour être reconnue comme une fille du coin, l'enjeu, c'est tout leur argumentaire va se construire autour de l'histoire familiale, de l'inscription des parents et même plus largement de leur famille dans les sociabilités locales. Et donc, on va voir la place, comment vont se dessiner les rapports sociaux des adultes et comment ça va jouer sur la place des filles ensuite dans l'espace local. Alors, typiquement, quand on prend la situation de leurs parents, l'investissement ou l'implication de leurs parents dans les sociabilités, on va retrouver que dans les filles du coin sont d'abord considérées comme des filles du coin les filles dont le père est président du club de foot ou entraîneur du club de foot, ou les filles dont le frère ou le cousin est pareil dans le club de foot. Ça pourrait être le club de rugby si j'avais été dans d'autres endroits. Celles aussi où leurs mères sont investies dans les associations, où les mères ont les clés du foyer des jeunes, où les mères sont dans des associations culturelles, par exemple. On va déjà voir que les exemples qu'elles vont prendre, qu'elles vont raconter, rendent compte d'investissements très genrés de la part des parents dans les manières de s'investir dans l'espace local et vont rendre compte des sociabilités locales. Cette importance d'être considérée comme une fille du coin, elle va avoir des enjeux sur l'ensemble de leur parcours et on verra un peu plus tard pourquoi. Être une fille du coin, c'est être une fille aussi dont l'histoire familiale est ancrée finalement sur, alors pas forcément que dans le village, ça peut être dans les environs, avec, on va voir qu'elles vont citer des bourgs plus ou moins gros, des petites villes où il y a des gens qu'elles connaissent et tout ça, mais on va voir que ça fait des rayons d'une vingtaine, trentaine de kilomètres autour de chez elles, où il y a quand même pas mal de gens qu'elles connaissent de leur famille qui habitent, voire de leurs 2 familles qui habitent. La question du milieu social, elle va aussi venir comme clivante sur les filles du coin, puisque même si là, j'ai interrogé quasiment que des filles de classe populaire,
on va voir qu'elles vont se rejoindre sur le fait que pour être une fille du coin, c'est des filles comme nous, et elles vont distinguer assez rapidement les autres. Et les autres, ça va être d'une part les filles qui sont parties, qui sont déjà parties finalement à la fin du collège en internat souvent dans des établissements privés. Elles ne vont pas citer les filles de la MFR, elles ne vont pas les mettre sur les mêmes plans d'internat, elles ne vont pas les catégoriser de la même manière. Donc, c'est des filles finalement qu'elles ont perdues assez vite dans leur parcours parce que dès le collège, en fait, elles sont parties dans le privé. Et donc, c'est les filles avec, on va dire, des fractions les plus favorisées du territoire. Et à l'inverse, il va y avoir les cassos desquelles il faut se distinguer. Et elles vont en permanence produire un discours entre elles et qui elles sont, leur groupe et tout ça, et puis les autres, les cassos, les racailles du bourg, les racailles du village, les filles qui boivent trop, qui fument trop, les jeunes qui sortent trop, même si pour autant, une grande partie des filles que j'ai pu rencontrer boivent, fument et sortent également. Mais il y a des manières de boire, des manières de fumer qui sont acceptables et des manières de boire et de fumer qui ne sont pas reconnues comme acceptables. Un autre élément qui est intéressant dans leur manière de se situer, de raconter c'est quoi être une fille du coin, c'était aussi de se rendre compte que quand je leur pose cette question-là, elles me répondent sur la jeunesse, et donc je leur pose des questions sur la jeunesse et elles ne me présentent que des exemples qui parlent des garçons. Et donc, en fait, ça fait sens avec le fait que la jeunesse en milieu rural, comme la jeunesse en France, mais d'abord la jeunesse en milieu rural, est d'abord masculine. C'est la jeunesse qu'on voit, c'est la jeunesse qui fait du bruit, c'est la jeunesse qui est aussi dans l'espace public, qui est en 2 roues motorisées, puis après en voiture. Les filles, elles sont dehors, mais elles vont traverser finalement les centres-bourgs, elles vont aller d'un point A à un point B et rester moins longtemps que les garçons, et c'est des choses qu'elles vont décrire. Elles vont décrire aussi, elles vont avoir un discours sur les amitiés et la difficulté de traîner avec des filles, et les filles sont considérées comme des problèmes entre elles à l'adolescence, alors que quand on leur fait nommer leur groupe de copains et de copines, on va voir qu'il y a plus de filles que ce qu'elles pensaient dans la composition de leur groupe. L'enjeu du groupe d'amis, il est important pour montrer en fait son inscription dans les sociabilités locales, puisqu'avoir un groupe d'amis visible et reconnu localement, c'est important. Et ça, c'est des choses qu'on va voir alors à la fois dans le village, dans les fêtes de village et puis dans les fêtes de jeunes, mais aussi typiquement dans les quarts scolaires. Alors, si vous avez le temps par moment, essayez de prendre les quarts scolaires et d'aller observer un peu les jeunes dans les quarts scolaires. Hein. C'est qui se passe devant, qui se place derrière, les rapports d'âge, les rapports de genre, les réseaux de sociabilité, qui se met à côté de qui, comment on chasse quelqu'un quand on ne veut pas que cette personne-là soit avec, les formes d'exclusion qu'il y a et qui se jouent dans les quarts scolaires, les violences qu'il y a dans les quarts scolaires et qui sont très peu travaillées par l'ensemble des adultes finalement, que ce soit les parents, la communauté éducative et les chauffeurs de car qui disent au cours de l'enquête que leur seule solution, c'est, ça leur est arrivé à certains, de virer tous les jeunes du car et de les laisser rentrer à pied. Bon, alors ça peut être un peu long de rentrer à pied, mais quand ça part complètement et qu'ils ne veulent plus écouter ou qu'ils ont renversé des chips et qu'ils ne veulent pas les ramasser et ainsi de suite, c'est arrivé que les jeunes se retrouvent à rentrer à pied, appeler leurs parents, et puis ça fait tout un tas d'histoires derrière. Donc voilà un petit peu cette importance des sociabilités locales, et on va voir que quand on vient des classes populaires, quand on vient des fractions les moins favorisées de la jeunesse, ces sociabilités locales, elles vont en fait se traduire en forme de capitaux qu'on va pouvoir mobiliser, qui vont concurrencer, qui vont remplacer les capitaux économiques, les capitaux scolaires des parents, qui vont servir au moment de l'orientation scolaire, qui vont servir au moment de l'insertion professionnelle, de la décohabitation, et qui vont finalement souligner l'importance d'avoir du réseau local par le développement d'un capital d'autochtonie, à savoir que le fait d'être une fille du coin permet d'avoir certains capitaux spécifiques qui vont permettre de constituer finalement des ressources qu'on va pouvoir mobiliser. Donc, dans cette enquête, je vais vous parler des filles du coin et puis des filles qui vont rester aux marges des filles du coin, des filles qui sont exclues du groupe des filles du coin et qui font partie le plus souvent des fractions les plus précaires des classes populaires et ou des fractions des filles dont il y a eu des histoires entre les parents ou entre les grands-parents avant et qui sont disqualifiées au niveau du groupe de filles.
C'est des éléments qu'on va voir quand on aborde la question des groupes d'amis avec les filles, alors notamment sur le fait d'avoir grandi ensemble. L'ancienneté va être un marqueur de la légitimité à se prétendre être une fille du coin. On se connaît depuis qu'on est né, on se connaissait déjà avant, et puis nos familles étaient déjà amies. On va voir comment les filles se retrouvent héritières des relations familiales. Il va y avoir des familles avec lesquelles il ne faut pas être amis, des familles qui sont en conflit pour des histoires souvent de territoire, de terrain, de patrimoine, avec des vols de bouts de terre qui se sont passés sur plusieurs générations avant et qui font que les jeunes aujourd'hui n'ont toujours pas le droit de se fréquenter parce que la famille de machin, c'est des voleurs, tu te rends compte, mais du coup, tu lui as déjà parlé. Ah non, 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 on ne s'approche pas. Et comment finalement les parents vont participer à construire les groupes d'amis et les inimitiés adolescentes. On va voir que la constitution des groupes d'amis, elle se fait aussi avec les gens comme on peut. Et typiquement, la scolarité, elle va être très importante dans la constitution des groupes d'amis. L'école maternelle, la primaire sont importantes. À la fin de la primaire, on commence à sentir qu'elles vont décrire un moment où il y a un peu de saturation du groupe. Et le collège vient un peu remélanger plusieurs types d'écoles entre elles. Donc voilà, et en même temps mélanger des jeunes où il y a des querelles entre les villages et donc avec des histoires dans les collèges qui vont se rejouer. Et on va voir combien le lycée arrive, pour celles qui vont aller au lycée, le lycée arrive comme l'espace de respiration au moment de l'adolescence, où d'un seul coup elles vont plus loin, d'un seul coup elles vont recroiser des jeunes qui ont plus d'affinité avec elles que ceux avec qui ou celles avec qui elles ont grandi jusque-là, et elles vont se constituer progressivement un nouveau groupe d'amis plus tournés autour de leur propre centre d'intérêt, autour de leur propre questionnement, autour d'éléments qui leur sont plus personnels et moins communs que jusque-là. Et on va voir que, contrairement à leur mère, en fait, au fil de leur parcours de vie, elles vont constituer des groupes distincts de fréquentation et qui ne vont pas forcément se rencontrer au fil de leur vie, excepté pendant les grands moments de fête, type baptême, mariage, des très, très grandes fêtes ou décès. Elles vont avoir un groupe sur WhatsApp avec leurs copines d'enfance, un groupe sur WhatsApp avec leurs copines du collège, un groupe sur WhatsApp avec leurs copines du lycée, et elles ne vont pas partager les mêmes choses avec chacun des groupes. Et on va voir que quand elles vont sortir du lycée et commencer à s'insérer professionnellement, c'est pareil, elles vont faire des groupes de travail avec lesquels elles ne vont pas partager la même chose. Quand elles vont s'installer conjugalement avec leur partenaire, il va y avoir la même chose. Elles vont continuer de maintenir des liens avec les autres groupes, tout en étant investies dans d'autres sphères de sociabilité, puisque c'est plus souvent les filles qui partent dans les villes ou les villages de résidence de leurs conjoints ou habiter avec leurs conjoints que l'inverse. Donc elles vont se couper d'une partie de leur sociabilité, mais les maintenir grâce aux réseaux sociaux, alors que leur mère ou leur grand-mère, finalement, devaient faire le choix des réseaux et elles ne pouvaient pas maintenir, finalement, tous ces réseaux de sociabilité. Ce qui est important, malgré tout, à garder en mémoire, c'est, moi qui m'a pas mal marqué, c'est la stigmatisation de la pauvreté entre jeunes, finalement, peu favorisés, de classes populaires, entre les fractions stables des classes populaires dont les parents travaillent, finalement, même s'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, et puis celles qui ont des parents qui ne travaillent pas ou peu, ou qui sont en très grosses difficultés professionnelles ou qui n'ont jamais travaillé, qui sont bénéficiaires du secours populaire, par exemple, et qui vont être stigmatisées dans leur situation de pauvreté. Elles vont être mises à l'écart du reste du groupe, elles vont être soupçonnées aussi, alors soit de vol, il va y avoir des histoires assez rapidement qui tournent autour d'elles sans qu'il y ait de preuves, mais avec la crainte finalement que leur situation de pauvreté nuise à la fois à l'image du groupe, mais aussi entraîne le groupe vers la pauvreté. Il va y avoir ça d'une part qu'on va entendre dans les propos des filles, et puis sur cette question de la pauvreté, on va voir que ça rejoue le discours de l'assistanat et que si elles avaient envie, si leur mère en l'occurrence ou leurs parents voulaient vraiment, ils n'ont qu'à travailler, alors que dans la plupart des endroits où j'ai été, les situations, le contexte professionnel est particulièrement tendu. Donc voilà, et donc il va y avoir tout un discours sur la stigmatisation de la pauvreté pour montrer combien
finalement, quelle que soit la situation dans laquelle on n'est pas comme ça. Et donc, il va y avoir une distinction, des processus de distinction à ce moment-là. Cette stigmatisation de la pauvreté, elle va se renforcer au moment des anniversaires, et ça dès l'enfance, entre les filles qui peuvent inviter les autres et celles qui ne peuvent pas inviter les autres, celles qui fêtent leurs anniversaires et celles qui n'ont pas les moyens d'honorer finalement l'invitation d'anniversaire pendant la petite enfance, parce qu'il faut amener un cadeau et qu'on n'a pas les moyens d'amener un cadeau. Et donc, il y a une des filles comme ça qui dira, mais en fait, quand quand toi, tu n'invites pas, tu n'es plus jamais invité, que ce soit pour une soirée pyjama ou pour un anniversaire. Et à l'inverse, tu ne peux pas aller à un anniversaire si tu n'as pas de cadeau. Et donc voilà. Et puis, dans l'autre sens, les filles qui sont dans des situations très précaires en termes de logement ne veulent pas inviter leurs copines chez elles, y compris pendant l'adolescence. Elles ne veulent pas montrer finalement leurs conditions de vie aux autres pour faire valoir une image d'elles moins précaires dans leur groupe de copines et maintenir un groupe de copines qui ne les jugent pas, mais ce qui n'est pas sans tension sur la pression de « mais on aimerait bien venir chez toi, elle est comment ta chambre ?» Voilà. Sans parler de l'effet de parents qui maintenant, et encore plus pendant le Covid, sont au domicile parce qu'avec des horaires de travail fragmentés, et donc la fréquence et la probabilité de croiser les parents dans l'espace domestique rend problématique parfois pour les ados le fait d'inviter ou de se retrouver dans les domiciles des uns et des autres, des unes et des autres. Ce qui était intéressant quand on a abordé ensemble les inégalités de genre, c'était de voir combien en fait les filles vont prendre l'exemple du sport, et ça je m'y attendais pas du tout, pour rendre compte d'inégalités de genre et de politiques publiques pensées de manière très genrée finalement dans leur parcours de vie. Et pour ça, en fait, sur les 4 intercommunautés où j'ai enquêté, les filles vont raconter comment le sport est finalement la pratique la plus genrée, la plus discriminatoire et la plus flagrante. Et donc, comme ça, elles vont raconter que, contrairement aux garçons, elles ont moins le choix d'avoir une diversité d'offres de loisirs et de loisirs sportifs. Elles vont raconter comment, quand elles étaient enfants, elles avaient des activités sportives avec les garçons. C'était en mixité, hein. Le sport est mixte quand on est enfant, et puis après, on découvre que les enfants ont un sexe, hein, à l'adolescence, à l'entrée du collège. Et donc, à ce moment-là, on les sépare, et c'est à ce moment-là où en fait, elles vont décrire l'ensemble des inégalités, les enjeux de trouver une équipe féminine, la difficulté de trouver des entraîneurs pour entraîner les équipes. Et donc, avec des filles qui vont à la fois changer de sport très régulièrement au gré des entraîneurs ou des entraîneuses qui sont disponibles, mais aussi qui vont devoir faire avec des éloignements, notamment dans les sports co, de l'autre équipe, donc qui va demander aux parents plus d'investissement pour aller faire les affrontements et les compétitions et tout ça, plus d'organisation, plus de coûts finalement, financiers, organisationnels et économiques pour les familles. Et puis, elles vont montrer que tous ces sports collectifs, ça va s'exacerber au moment où elles ont 16-17 ans, où elles vont devoir investir des équipes seniors et là, se mettre à jouer avec des femmes qui ont plutôt 40 ans, 30 ans, donc des vieilles, hein, autant vous dire, qui, comme elles le disent, parlent de la diarrhée du petit dernier alors qu'elles en ont rien à cirer de la diarrhée du petit dernier et qu'elles veulent juste pouvoir aussi sortir après le sport. Et donc, on voit comment le sport est à la fois discuté en tant que pratique sportive, mais aussi en tant qu'espace de sociabilité juvénile, puisqu'on fait du sport aussi pour fréquenter d'autres jeunes, ce qui très rapidement est arrêté quand on bascule dans les équipes seniors. Enfin, sur le sport, elles vont pas mal remettre en question la manière dont les city-stades, city-parks, tout ça sont agencés, avec l'idée que de toute façon, pour elles, il n'y a d'espace que pour s'asseoir par terre dans les flaques d'eau, parce qu'il y a très peu de bancs autour de tous ces équipements-là pour l'instant. Et puis, elles vont largement pointer le fait que, ce qu'on va voir d'un point de vue sociologique, c'est qu'il y en a toute une fraction qui va arrêter finalement le sport au cours du collège. C'est quelque chose qu'on voit de manière plus générale chez les filles que chez les garçons. Les garçons, on va tendance à avoir envie de les occuper, d'abord physiquement, dans la construction du genre et de la masculinité et de la féminité, ça se rejoue. Les filles, on ne va pas considérer qu'il va falloir les occuper. Et par exemple, elles vont investir davantage les domiciles. Et parce qu'elles investissent davantage les domiciles, on ne va pas considérer le fait qu'elles lâchent les sports comme étant problématique.
alors qu'elles n'ont pas lâché les sports par choix. Elles ont lâché les sports parce qu'elles avaient moins de diversité de pratiques, moins de possibilités de pratiquer que les garçons. Et puis, on va considérer aussi largement, et ça c'est des propos largement soutenus par les adultes, que de toute façon à l'adolescence, les filles, elles ont la flemme, elles ne veulent pas faire de sport, donc c'est normal si elles lâchent. Le fait qu'elles surinvestissent en plus le scolaire par rapport aux garçons, tout ça, c'est des représentations très genrées de la féminité, de la masculinité, qui vont finalement perpétuer un ordre de genre, alors que ça ne re-questionne pas les politiques publiques, les équipements et les manières de penser et d'offrir finalement des équipements sportifs, des sports, et d'offrir une diversité de pratiques sportives et de mettre en place tout ça du point de vue des jeunes. Et donc les filles, on va voir que petit à petit, elles vont investir l'espace domestique, être geeks dans leur chambre ou en famille, rester chez elles, même si là-bas, quand elles sont chez elles, elles font beaucoup de choses. Et un des éléments qui est intéressant dans cette enquête, c'est de montrer que quand elles font rien, elles font des choses, mais c'est des choses qu'elles vont avoir moins tendance à traduire comme étant des compétences transférables en milieu professionnel ou en milieu scolaire. Typiquement, les filles, quand elles sont geeks dans leur chambre, elles vont raconter combien... alors, il y en a plusieurs que j'ai rencontrées. Elles font des bijoux. Elles ont acheté un fer à souder. Donc, je leur dis, du coup, tu fais de la soudure. Non, non, je fais des bijoux. Je dis, oui, mais là, si tu as acheté un fer à souder et que tu fais des bijoux avec plusieurs métaux, Et en fait, elles ont une expertise technique qui n'est pas reconnue comme une expertise, on va dire... Enfin, voilà, comme une expertise de leur part, puisque c'est minoré au sens de je fais des trucs jolis, je fais des trucs de bijoux. Et donc, elles ne vont pas se sentir légitimes derrière à pouvoir dire, mais en fait, moi, j'aime bien la soudure, j'aime bien souder, je connais hyper bien les différents types de colle. C'est des choses qu'elles ne vont pas du tout valoriser à la fois dans leur parcours personnel, scolaire et professionnel derrière. À l'inverse des garçons qui, quand on en a discuté avec les garçons, ils ont rigolé parce qu'ils ont dit « Ah, mais nous, dès qu'on sait faire un truc, on le dit à tout le monde, même si en fait, on ne sait pas le faire. » Donc voilà, donc c'est aussi des manières de présenter ses compétences ou de dévaloriser ses propres compétences au regard du joli, du mignon. Alors ouais, quand on fait des trucs un peu japonisants, kawaii, elles ont tendance à dire c'est mignon comme quand elles font de la pâtisserie, alors qu'elles manient extrêmement bien l'ensemble des outils autour de la cuisine. Ce qui va caractériser, enfin, et puis j'ai bientôt terminé, tout ce que vont raconter les filles, c'est à la fois des études qui sont plutôt courtes. Leurs parcours d'orientation vont se distinguer des jeunes urbains à partir de la 3e. Elles vont faire avec des orientations de proximité, avec un effet fort sur la structuration de l'offre de formation versus l'économie du territoire où elles habitent. Elles vont adopter une perspective de rentabilité dans les études, dans des milieux où on peut s'en sortir finalement sans avoir fait d'études. Elles ont des exemples autour d'elles, à la fois de gens qui travaillent ou qui gagnent leur vie sans avoir fait d'études, et puis des gens qui ont fait des études et finalement se retrouvent à des postes qui sont sous-qualifiés au regard des formations qu'elles ont pu passer, notamment les jeunes femmes plus âgées. Cette question de la rentabilité, elle est aussi posée par les parents sur les enjeux d'investissement en fait, des études pour les parents et des perspectives trop abstraites de certaines formations universitaires, typiquement la sociologie, qui n'est pas vraiment un métier. Moi, elles m'ont beaucoup questionné sur mon métier, savoir est-ce qu'il y a vraiment des gens en vrai qui me payent pour aller leur parler, pour passer du temps avec elles, juste pour les écouter et c'est tout. Mais pareil pour la philosophie, pour certaines qui ont découvert la philosophie au lycée. Alors, il y en a une comme ça qui me dit, je suis rentrée en disant à ma mère que j'avais découvert la philosophie et que c'était génial. Et sa mère lui a dit, t'as déjà vu philosophe à Pôle emploi? Non. Bon, voilà, la discussion était close sur des études supérieures en philosophie. Et derrière cette question des études, on va voir arriver un cumul de freins à la mobilité, à la fois un cumul de coûts liés au départ dans les études, que ça soit d'un point de vue familial. Les filles sont des piliers de l'organisation familiale, elles sont des soutiens inconditionnels à leur mère, notamment dans l'organisation du travail domestique, quand les mères travaillent. C'est elles qui vont largement aider pour faire les devoirs des petits ou faire à manger et tout ça, notamment quand les mères sont au 3-8. Les enjeux du départ, c'est aussi des enjeux économiques pour les familles, c'est aussi des enjeux amicaux pour les adolescentes et des enjeux amoureux qu'il faut pas minorer parce que entre partir et mettre en péril son couple, le dilemme, il est extrêmement difficile.
ce qu'on va voir, c'est que, en tout cas, quand elles parlent de la famille, elles font émerger combien elles sont sollicitées, mobilisées par leur mère surtout. Alors, il y a une partie des filles qui vivent en situation de famille monoparentale avec leur mère, mais même celles qui grandissent en famille avec 2 parents, elles vont montrer comment il y a un lien avec leur mère qui est particulièrement ténu et avec lesquelles elles sont en soutien bien plus que leurs frères ou leurs cousins dans les familles de leurs cousins, par exemple. Elles n'observent pas du tout les mêmes rapports, mais même la même intensité de relation et de soutien de la part des garçons de leur entourage. Donc, dans ce contexte-là, l'important, c'est d'avoir des ressources pour la formation et pour obtenir un emploi avec des enjeux d'interconnaissance et de réseau dans des contextes où les emplois disponibles sont relativement courts et restreints avec... enfin, voilà. Donc, pour avoir un emploi local, on va voir qu'elles vont toutes raconter qu'ici, si tu n'as pas de réseau, tu n'as rien. Si tu n'as pas de réseau, tu n'es rien. Et on va regarder du côté des emplois disponibles dans les 4 intercos qui vont être caractérisés comme étant des emplois précaires. Hein. C'est essentiellement du CDD, des temps partiels subis à horaires de travail fractionnés et des emplois saisonniers dans au moins 2, sinon 3 des intercos. Des emplois sous-qualifiés au regard des formations et des diplômes pour être ouvrière à l'usine, vendeuse, travailler dans l'aide à la personne, être assistante maternelle ou encore travailler en EHPAD. Et donc, dans ce contexte-là, on va voir qu'il va y avoir une forte concurrence entre les filles. Alors, il y a des formes de solidarité qui existent dans les milieux ruraux, mais il y a aussi des formes de concurrence entre les filles qui vont se jouer entre elles, entre les filles du coin, entre les filles du coin et celles qui n'ont pas de réseau, qui ont été exclues du groupe des filles du coin. Typiquement, il va y avoir le fait, d'une part, de considérer, enfin, de même pas avoir besoin de postuler pour avoir un job. C'est ce que je vais voir dans un Super U à un moment où en fait, il y a une jeune fille qui s'est vue proposer un poste de vendeuse parce qu'on savait qu'au Super U, ils allaient sur-recruter à un moment pendant la période d'été et son père travaille au Super U et donc le manager est passé en disant « ta fille, elle ne chercherait pas à bosser, on ne pourrait pas l'embaucher là pour les 3 prochains mois ?» Et donc, c'est comme ça qu'elle a eu son job. Et donc, on va voir comment le réseau permet d'avoir du travail sans avoir besoin de postuler. Et donc, quelque part, en grillant les procédures et les processus de recrutement des filles disqualifiées des filles du coin qui, elles, vont désespérément envoyer des CV et être en difficulté par rapport à ça. Yael, je vous interromps, excusez-moi, parce que je vois l'heure passer. Ouais, on s'était dit qu'on se gardait peut-être 10 minutes en petit sous-groupe pour avoir des questions, réactions. Est-ce qu'on peut les prendre maintenant et après se garder 5 minutes sur des questions phares? Est-ce que ça vous va? Sachant que sur le côté emploi, on va revoir avec Julie ce soir. Comment Je termine juste sur un truc sur l'emploi. Oui. C'est qu'en fait, le fait de considérer qu'on a de la chance de travailler, ça expose les filles à beaucoup de violence en contexte professionnel, y compris pendant les stages, en fait. Et je pense que c'est quelque chose, du point de vue des jeunes que vous pouvez croiser dans vos activités professionnelles, c'est important de le garder en mémoire parce qu'on a la chance d'avoir un stage à cet endroit-là, on a la chance d'avoir un poste à cet endroit-là. Ça expose à des violences, alors à du harcèlement, à des violences sexuelles, des violences sexistes. Ça expose aussi à l'absence de contrat de travail, à ne pas être payé correctement, à tout ça qui vont les maintenir dans des situations de précarité. Pour terminer cette histoire, et parce que j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un qui venait de Saint-Joseph de la Réunion, cette enquête, elle a donné lieu à la fin à une adaptation en documentaire, puisque je suis partie faire un documentaire à la demande de France Télé sur proposition et financé par France Télé plutôt, sur la situation des jeunes femmes de classe populaire qui vivent dans les Hauts à la Réunion, donc l'équivalent des espaces ruraux, on va dire, pour aller vite du côté de la France hexagonale.